Aujourd'hui, j'ai parcouru la plus grande distance depuis le début du podcast et ironiquement, c'est pour quand même me retrouver à Bruxelles. On est du côté de Uccle chez Fred Janin. Merci beaucoup de nous recevoir, Fred. Mais avec grand plaisir. Tu viens de loin? De le rond-point Montgomery. Ah, oui, quand même. Il y a un peu de route. Jour des poubelles, en plus. Donc, jaune. J'ai croisé 4 camions poubelles. Tu les as salués de ma part? Ouais, ils ont demandé une dédicace. Donc, si tu pouvais saluer les poubelliers de Bruxelles, je crois qu'ils apprécieraient. Qui nous écoute, j'en suis sûr. Mais ça, c'est certain. On est en dans le live. monde entier. Ah oui. Tu m'as fait un thé parce que je sais pas pourquoi je me nounoie. Mais je dis merci de nous recevoir alors qu'on est tout de suite une équipe de 0 c'est parce personnes. que c'est convivial. C'est pour tous les gens qui écoutent le podcast. C'est ça. On est tous chez toi. C'est la base du métier. Tu veux qu'on se vous voit pour les gens? Il y a des gens de la radio qui disent qu'il faut se dire vous. J'ai trouvé ça intéressant. C'était Gueuluc, quand je l'ai interviewé, il disait ça. Il dit les gens savent que t'es pote, mettons quand lui était chez Ruquier. Et si on se tutoie, je trouve que ça fait un peu. Lui il trouvait que ça faisait un peu comme si on était entre nous et qu'on excluait les gens. Moi je trouve pas. Enfin, c'est pas grave. Moi j'arrive pas à vous voir. Je vous vois et je tutoie en même temps. Tu peux même me joyeuse si tu veux. Gueuluc, vous avez travaillé en même temps dans le jeu des dictionnaires. Vous étiez Non. Quand je suis arrivé dans le jeu des dictionnaires, il n'y était plus. Il était déjà parti. Donc professionnellement, vous êtes jamais vraiment croisés? Non, oui, professionnellement. Il y a un moment où on a un tout petit peu réfléchi à la version vidéo du chat. Oui. Mais on n'a pas travaillé vraiment ensemble longtemps. J'ai un peu chipoté 2-3 trucs et puis voilà. Et puis ça t'a parti chacun de votre côté. Absolument. Il y a une compétition avec les dessinateurs ou Non. Mais toi, de toute façon, tu me donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui est supra compétitif. T'as pas l'air de détester les gens. Il n'y a gens. que dans ma vie sentimentale que je suis compétitif, mais pour tout ce qui est professionnel, pas du tout. Ah oui, t'es un dragueur compétitif? Sans doute, je sais pas. Non. Ok, je savais pas si tu disais ça. Je pense que c'était un peu une boutade, mais c'était parce que je me pose beaucoup de questions sur cette partie-là de ma vie pour le moment et c'est vrai que professionnellement, je suis pas un battant du tout. Mais j'ai le défaut d'avoir été recueilli par mes aînés très très tôt. T'as jamais eu, faut que tu sois doué, mais t'as jamais eu à te battre pour avoir ton premier boulot. J'ai jamais dû montrer les dents et ça c'est compliqué. Pourtant j'ai beaucoup de sympathie pour ma dentiste qui nous écoute sûrement aussi. Elle aussi. Boubou, si tu nous écoutes, on t'embrasse. T'avais quel âge? Le revers de cette médaille, c'est ça en fait. Comme j'ai travaillé très très tôt, par hasard et par passion, puisque je faisais déjà des dessins pour la télévision belge quand j'avais 14-15 ans. Sérieux? Encore à l'école, oui. Comment, raconte un peu, pour ceux qui... Tu veux que je raconte? D'accord. Il y avait tous les mercredis soirs, non pas soir, enfin tous les mercredis fin d'après-midi, il y avait une émission qui s'appelait Tempo et qui était pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Et j'étais jeune et j'étais avec ma farde sous le bras. Assister à une émission. Et comme j'avais ma farde avec des dessins, Jacques Carreuil, que tu connais peut-être, enfin, non, sûrement pas, je vais avoir ta tête. C'est une figure de proue de la télévision des années 60-70. Il était producteur de cette émission Tempo, il a vu mes dessins, et il m'a dit, mais puisque c'est une émission de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes, pourquoi ne ferais-tu pas les dessins d'annonces des séquences dans cette émission? J'étais vachement fier, je suis rentré chez moi, je vais faire des dessins pour la TV. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était marrant, c'était encore en noir et blanc, donc il fallait faire gaffe aux non, l'émission était en couleur, mais il y avait encore beaucoup de gens qui avaient la télé en noir et blanc, donc on pouvait pas faire n'importe quelle couleur, ce qu'il fallait que ce soit lisible dans les deux codes. T'as une contrainte. Ouais, harnais de contrainte. Et c'était en quelle année, ça? 73, 73, par là. Quelque chose comme ça. Donc j'avais, je sais plus, 16 ans, 15-16 ans. Mais j'ai d'abord fait des dessins en couleur, mais visibles en noir et blanc, qui ne bougeaient pas. Et puis ils m'ont dit, comme c'est de la télé, ce serait bien que tu ailles une fois voir un certain Jean Janssens, qui faisait les génériques animés. Et donc j'ai, avec Jacques Campens aussi sur place, appris à faire des petites animations pour la télé. Donc t'avais pas 18 ans et tu travaillais à faire... Avec 16 ans. Hi. Ouais. Et alors je me rappelle du gars dans l'escalier, Jacques Campbell, qui m'a dit c'est pas Walt Disney ici, hein. Donc j'ai quand même dû apprendre quoi sur le tas. C'était à la RTB? C'était pour la RTB, mais c'était une des petites boîtes qui travaillait à l'extérieur. Okay. Et donc on voit déjà l'esprit RTBF. Non, ce qui est très marrant, c'est que après ça, un tout petit peu plus tard, 17-18 ans, le JT
de l'époque m'a demandé de faire des dessins. Et en général, c'est quand ils n'avaient pas des images. S'ils avaient des stock shots ou quoi, ils mettaient des trucs. Mais quand c'était le serpent monétaire, va-t'en illustrer le serpent monétaire. Alors ils m'appelaient le matin. C'était assez marrant. Donc le matin, il m'appelle, il me dit, il y a un sujet sur est-ce que tu peux faire des dessins, mais il faut qu'il bouge. Et donc je faisais des dessins sur des feuilles que je découpais. Et Jacques Campen s'amusait à faire une petite animation succincte qui devait être développée en 16 mm à l'époque et qui passait au JT le soir. Donc tout ça en temps d'une journée. Oui. Et tu as continué à aller à l'école une fois que tu as commencé à faire ça? Ou ça, J'ai continué à l'école et puis je suis allé un peu à l'UNIF en journalisme par élimination pour pas faire de trucs trop spécialisés. Donc je me suis dit, le journalisme c'est pas mal, ça va m'ouvrir l'esprit. Et en fait ça n'a pas marché. Et donc l'esprit est resté comme il était. L'esprit est resté obtus. Et comme là on est en 1976, le trombone illustré arrive dans Spirou, c'est-à-dire que Yvan Delporte et Franquin me disent, puisque t'aimes bien faire des dessins, fais-nous une planche chaque semaine dans le trombone. Waouh. Et le Franquin, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et lui, donc, c'est via la RTBF que tu... Il avait vu mes dessins à la RTBF et aussi dans une publication rock. Il y avait un mensuel rock belge qui s'appelait En attendant, parce que d'abord ça s'appelait More, M-O-R-E. Alors en anglais, toi tu comprends, tout ça. Je sais pas si les gens comprennent. Ça s'appelait More avec un point d'exclamation. Et puis il y a un gars qui est parti avec la caisse et avec le titre. Donc on a dû changer de nom et appeler En attendant, puis en attendant de récupérer le nom. Et ça s'est appelé En attendant pendant des années. Et il y avait, c'était un chouette magazine. C'était un mensuel rock avec la scène rock belge, mais aussi des interviews d'un peu tout le monde. À l'époque où les magazines marchaient encore. Ouais. Et donc j'ai fait des dessins là-dedans. Ils ont vu ces dessins et ils m'ont proposé de faire ce que Germain et nous dans le trombone illustré. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. C'est un jingle intégré, on va dire. Ouais, c'est pas mal. On dirait une explosion. Ça va, tes oreilles ont survécu? Moi, ça va, oui. Ouais. C'était une espèce de chambre de réverb. Donc, rapidement, la musique et le dessin, ça a tout de suite été, donc, à un très, très jeune âge, tu as réussi à rentrer dans les deux domaines, quoi. Oui, mais toujours par hasard. Toujours complètement par hasard. Ce qui s'est passé avec la musique, c'est que dans cette émission de jeunes, à un moment, ils ont décidé d'interviewer Dan Laxman. Dan Laxman, c'est un des membres de Telex. Oui, cette fois-ci, j'ai capté les références. Oui. Oh, très bien. Eurovision, fameuse chanson. Entre autres, Eurovision, et puis plein de tubes Ils sont souvent cités, c'est ça, par des groupes américains comme étant une influence super importante. Oui, bien sûr. Ou alors Kraftwerk aussi. Il était... Bref, un jour, je vais interviewer Dan Laxman pour cette émission de jeunes qui s'appelle Tempo, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je rêve d'acheter un synthétiseur, parce que j'étais passionné, forcément, comme tous les ados, passionné de musique. Je faisais un peu de clavier, et la musique électronique me passionnait forcément. À ce moment-là, c'était une révolution. Ces bruits bizarres de synthétiseur dans la musique rock. Et j'ai économisé, mais forcément, comme je gagnais un peu de sous grâce au dessin que je faisais pour Tempo, j'ai pu traverser la Manche et aller chercher un synthétiseur à Londres. Ah ok, donc ça c'était encore plus le top. Oui, c'était vraiment le top. Enfin ça c'est quand j'avais 15-16 ans. Et mon père était peintre et il a décidé qu'une jeune femme m'accompagnerait. C'était un de ses modèles qui était absolument magnifique. Et qui m'a accompagné pour acheter ce synthétiseur parce qu'il voulait pas que j'aille tout seul quand même parce qu'il était un peu du souci. Je pense qu'il avait d'autres idées derrière la tête en m'emmenant cette ravissante grande blonde. Mais moi, j'en avais rien à kicker. Moi, je voulais juste acheter mon synthétiseur. En plus, elle avait 20 ans, cette fille. C'était une vieille pauvre. Pas moyen, quoi. Je sais que je suis immunisé contre le regret, mais parfois, je me dis que ce truc-là, j'ai un peu raté un truc. J'imagine que, d'après moi, ton père, il devait se dire, OK, ça fait un petit temps qu'il économise, il veut un synthétiseur, il va y aller, il va découvrir Londres, tu sais quoi, je vais rajouter un petit cadeau personnel. Exactement. Et toi, t'as pas vu le cadeau. Cette fille se faisait draguer par tous les Londoniens. Ouais. Et moi, je regardais le synthé que j'ai acheté, on a pris le train, et puis la Manche, le bateau, je sais plus. Je serais quand même curieux d'entendre sa version de l'histoire en disant, je suis allé, parce que je me suis dit, allez, je vais rentrer sur un gamin qui en avait rien à foutre. Je me suis dit qu'il était peut-être gay. Et, elle s'appelle Régine, peut-être qu'elle nous écoute. Régine, si tu nous écoutes, raconte-nous. Régine, Boubou et les poubelliers. Ah oui, ça doit être pas mal. Et donc, t'es revenu avec ton clavier et c'est là que, voilà. Ben là, j'ai voulu, en fait, j'étais
fan avec mon pote Thierry Cullifort, dont le papa a inventé les Schtroumpfs incidemment, mais on se voyait beaucoup. Et on a fait un groupe parce qu'on était fan de Emerson, Lake et Palmer. Et moi, évidemment, j'allais être Emerson. J'avais un orgue, j'avais un synthétiseur. Lui aussi, entre la basse et la batterie. Puis il était, enfin bon. Bref, on n'a jamais rien fait, mais enfin si, qu'est-ce que je dis? On a fait les Bowling Balls beaucoup plus tard. Mais ça devient très compliqué parce que je passe de date en date un peu dans tous les sens. J'avoue qu'il y a du name dropping. Et les Belges qui écoutent, je crois que tout le monde comprend. Les Français qui écoutent doivent être un peu perturbés. Et en gros, juste pour quand même remettre en place, donc Fred Janin, qui il a fait de la télé, de la radio, du dessin, de la musique, de l'humour, et qui a un côté, au Québec, moi je compare, ça fait penser un peu, c'est pas la même... Rémi Bricard, ben il est pas québécois. Non, l'impact culturel, moi je suis en Belgique depuis donc 8 ans maintenant, de François Pérusse au Québec. Vous êtes pas dans les... vous êtes sensiblement dans certains trips un peu semblables, mais c'est surtout la façon dont ça a influencé. Moi, j'ai plein de mes amis qui utilisent certaines expressions, donc j'ai découvert les snuls, j'ai découvert ce que tu faisais après, et je me suis rendu compte, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Et je me demande, est-ce que, ça fait question de semi-groupie, mais est-ce que tu l'as vu, cet impact-là, ou quand c'est toi, t'as jamais l'impression d'être connu, t'as jamais l'impression d'être un peu culte, t'as jamais l'impression d'avoir de l'influence, ou c'était assez suffisamment fort pour que ce soit visible et que toi aussi tu te rendes bien compte que ce que tu faisais, les gens le répétaient ensuite. J'ai vraiment pas envie de me rendre bien compte, je crois. Je crois que c'était un peu comme un vaccin, ou comme un truc auquel j'essaie de m'immuniser contre ce truc-là. Je crois que les gens qui se rendent bien compte, les grands anciens que j'ai croisés, parmi eux, ceux qui se rendaient bien compte étaient vraiment les moins sympathiques et ceux qui étaient bloqués dans leur travail aussi. Je crois que les Franquin, Delporte, enfin toute cette école de Marcinelle ne s'est jamais bien rendu compte, et tant que c'était le cas, était une bande de copains qui se marraient bien. À partir du moment où on réalise, on analyse trop et on stratégifie, ça se dit ça? Ouais, je crois que c'est stratégifie ça devient dangereux. Enfin, dangereux, ça dépend ce qu'on veut faire, mais... Être obsédé par le fait d'essayer de plaire à des gens qui t'aiment déjà. Ça, oui, et puis se dire, tiens, si je fais ceci, ça va marcher mieux, par exemple. Je n'ai jamais vraiment eu ce souci-là, mais tant pis pour moi. C'est pour ça que ça marche comme ça marche. Mais se contorsionner pour se poser la question, tiens, je pourrais faire ça et je risque d'avoir des milliers ou des centaines de gens qui vont me suivre en plus, c'est pas vraiment ma préoccupation, je crois. À quel moment est-ce que c'était quoi le pic de popularité? Les Snuls ont fait vraiment un très gros succès, mais c'est relatif. En fait, je crois que comme en bande dessinée, quand j'ai commencé Germain dans ce trombone illustré, il y a énormément de Français qui lisaient Germain toutes les semaines dans Spirou après le trombone, et donc j'avais des fans qui étaient dans le sud de la France, ce qui était déjà étonnant pour mon petit Belge éclois que j'étais. Mais en même temps, ça ne m'a pas impressionné. Enfin, je crois que c'est Zep qui disait quand il y a du monde qui est 2000 ou 20 000 ou 200 000, ça change pas grand-chose. À partir du moment que tu peux le faire, ouais. Ouais, c'est bien, c'est pas con. Ça m'arrange de m'accaparer cette réponse qu'il a eue il y a quelques années. Et on te voit souvent comme étant justement un porte-étendard de la belgitude, ou en tout cas un ambassadeur de la belgitude. Et donc, toi, essayer de arrondir les coins pour plaire à la France, ça t'a... Mais non, je crois que je suis traumatisé aussi parce que les grands anciens que je vénérais quand j'étais ado au niveau de la bande dessinée, donc toute cette école de Marcinelle, l'éditeur a dit, vous savez, on vend... Spirou est un journal pour la jeunesse belge au départ, mais on vend quand même beaucoup plus en France, donc essayez d'éviter les belgicismes, il y a un moment où la géographie autour de Gaston Lagaffe, le flic, il est devenu clairement un flic français. Par exemple, l'agent Lontarin, c'est un flic français. C'était pas prémédité. Je crois que c'est parce que petit à petit, l'éditeur disait, il y a plus de monde là-bas, donc si vous voulez qu'on vende des albums, il faut ratisser un peu plus large. Mais ils ont réussi très très bien à ratisser plus large sans perdre leur identité. Cela dit, je les ai vus souffrir régulièrement parce que, ah merde, non, ça c'est belge. Je voyais Yvan qui téléphonait tout le temps. Yvan Delporte téléphonait à Gottlieb en disant, dis donc, comment est-ce qu'on dit ça chez vous? Le fait d'avoir démarré les Snuls et de pouvoir faire un truc vraiment local, sans se soucier de se dire, ah oui, mais ça c'est un accent bruxellois, donc les gens qui habitent à Arlon, ils vont peut-être pas comprendre, c'était quand même très jubilatoire.
et de voir que tout de même le courant passe. Mais peut-être que c'est parce que je ne me souciais pas trop de la densité de ce courant. Peut-être eu de la chance aussi, de la chance. À quel point, il y a toujours une portion de chance, mais bon, à quel point. Et d'avoir vu des gens qui étaient beaucoup plus loin que toi, on va dire, dans une carrière, souffrir de ce côté-là, d'essayer de plaire, de dire, j'ai pas envie d'être dans cette situation-là, tant pis si j'en vends 10 000 en moins, mais pendant que je le fais, j'ai des copains comme Gilles Verland, il est parti en France. Lui, c'était, donc je l'ai croisé dans Tempo, ceux qui nous ont écoutés depuis le début savent que je parlais de Tempo. Gilles Verland, je l'ai rencontré grâce à cette émission de jeunes, Tempo. Et puis lui, il a quand même fait le pas, il est parti. Il a quitté la Belgique, il est parti faire une carrière en France. Et il a presque perdu sa pointe d'accent, d'ailleurs. Mais quand il revient, il le retrouve. Ouais, disons que moi, pour avoir aussi un léger accent, quand tu retournes chez toi... T'as un accent? Non. Léger. Non. Un peu. Quand je retourne chez moi, j'ai intérêt à reprendre une partie de mon accent parce que tu te fais... Ah oui, évidemment. Tu te fais chambrer assez rapidement. Bah oui, c'est sûr. J'imagine que si vous faites un souper, il commence à parler avec son accent français. Mais on peut imaginer de la part de Gilles Verland qu'au lieu de 12 fans et demi en Belgique, il s'est dit je vais aller en France et on aura plus. Mais toi alors, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que t'es venu en Belgique? Quelque chose qui m'échappe. C'est ça. Je vais partir du Canada où il y a 30 millions de personnes et je vais aller en Belgique où il y a 10 millions de personnes. C'est ma stratégie. La raison, moi, elle est toute simple. C'est juste que j'ai rencontré... L'amour! Exactement. Oui, mais ça, c'est la plus belle raison du monde. Mais ouais, parce que peu importe ce qui arrivera dans ma vie, je pourrais toujours dire que j'ai changé de pays pour être avec une fille. Et ça, honnêtement, tu le vois dans des... C'est bon pour ta bio, ça, Coco. C'est ça, quand on fera mon biopic avec les Jordi dans mon rôle. Pourquoi pas? Je veux quand même parce que t'as une longue carrière et longue carrière. T'as une longue. T'en as une longue. Et juste avant qu'on continue, que tu racontes un peu le parcours, je me demandais, donc t'as 48? 49, un truc comme ça en ce moment. Je vais pas dire 50. Je sais pas si t'as vu comment est-ce que il me semble que c'est presque 50, mais c'est pas 50, donc je me souviens plus exactement. Comme il est gentil. Tu veux encore un peu de thé? Chocolat, quelque chose? Merci pour le thé épicé à je sais pas quoi d'ailleurs, qui est très bon. J'essaye d'imaginer qu'en 2016, j'aurai 60 ans. Donc j'ai 56 ans maintenant. Et c'est vachement difficile sur les sites de rencontres parce que je mets mon âge. Je triche pas sur mon âge. Et question, sur les sites de rencontres, tu mets ton Renault ou pas? Ouais. Et ça m'amuse parce que de toute façon il y a plein de jeunes et jolies femmes qui se méfient au départ. Ils disent c'est le vrai nom, c'est un imposteur. Je me dis mais quel est le couillon qui pourrait se faire passer pour Fred Jannet? Et t'as déjà eu des gens sur les sites de rencontres qui ont voulu aller bouffer, mais vivre avec moi? Là, c'est ça, qui ont accepté de te toucher et tout. C'est bizarre. J'ai même fait un enfant à une fille qui. Vous êtes rencontrés sur un site de rencontre? Yes, oui. La maman de Lucie, Catherine, était. Elle venait de s'inscrire parce que sa copine lui avait dit c'est bon pour la self-esteem parce qu'il y a tout de suite plein de mecs qui flashent pour toi, et donc elle l'avait fait par curiosité, et puis elle a vu mon nom et puis elle a cru que j'étais aussi un imposteur. Je crois qu'elle est presque descendue lors du premier rencard, elle est descendue avec une batte de baseball en disant, si jamais c'est un pervers qui se fait passer pour je peux pouvoir le shotter. Et si les sites de rencontres te demandaient de faire de la pub parce que ça marchait pour toi, tu le ferais ou pas? Oui, je pense. C'est drôle parce que quand tu l'as dit, je m'attendais pas. J'ai l'impression qu'il y a encore une espèce de petite gêne, et j'ignore pourquoi, de dire que dans le site de rencontre, et ça me fait, je sais pas, ça me fait marrer, vraiment. Et c'est un accélérateur, et encore tout à l'heure, ce qui me fascine, c'est de communiquer avec des gens sur base d'une bête petite photo, donc on sait très bien que ça n'a rien à voir, que l'étincelle, enfin, toi qui a traversé les continents pour une histoire d'amour, c'est pas une petite photo et deux, trois descriptifs qui vont faire qu'on flash sur quelqu'un ou pas. Surtout que plus le descriptif est bien, plus tu dis, ouf, ils ont passé des heures et des heures, c'est ça. Ouais. Donc quand on va le voir en live, il n'y a aucune répartie. Hein. Donc en revanche, c'est quand même passionnant de discuter avec quelqu'un sans vraiment sans le réel, sans rester au virtuel et puis échanger des trucs, et c'est bon, ces petites gaufres. C'est très bon. J'entends dans le fond un petit peu qui ça et fait toujours le délice des gens qui écoutent. Pose-moi une longue question, ça je mange une petite gaufre. Okay. Je vais juste revenir quand même, parce que je vais faire le tour de la carrière avant de parler autre chose. Donc, le Franquin qui te demande de faire la page donc dans le trombone. Ouais. Et ça a duré combien de temps? 1 an. 1 an? Même pas, je crois qu'il y avait 40 numéros du trombone.
OK. Mais je voyais Yvan Delporte tout le temps, tous les jours. On faisait... Delporte était un enfant... il jouait, quoi. Sa vie, c'était tout le temps s'amuser, jouer. Mais il passait un temps fou. Par exemple, pour les 50 ans de Peyo, Yvan a passé 2 mois de sa vie à préparer une fausse émission de télé, ce qui était terriblement nouveau et révolutionnaire à l'époque. Maintenant, c'est plutôt limite ringard d'offrir une fausse émission télé à un pote pour son anniv. Et c'était en Super 8, donc il fallait attendre une semaine avant d'avoir les films développés, voir que tout était flou, recommencer, etc. Et moi, je l'accompagnais là-dedans. C'était formidable comme époque. Enfin, pour moi, c'était formidable de côtoyer des dieux vivants ici dans le jardin. Donc, en avril, disons, 78, pour les 50 ans de Peyo, tu avais Franquin, Robat, Thibet, Eddie Pape, Mur, qui faisaient une chorégraphie ici dans le jardin. Chez toi? Oui. Et pourquoi? Comment ça s'est retrouvé à être chez toi, qui était le petit dernier de la bande? Je crois que c'est parce que j'avais du matos. Parce que ce qu'on a oublié tout à l'heure quand il y a eu la panne technique, ce qu'on a oublié de dire, c'est que j'avais un synthétiseur, mais j'avais aussi un studio. Donc, j'ai, en 75, déménagé, je suis revenu dans cette maison ici, la maison d'enfance, parce que je voulais construire un studio d'enregistrement. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont venus enregistrer ici, et du coup c'était plus facile de tourner la cassette d'anniversaire pour Peyo dans mon jardin, puisqu'il y avait tout le matos. J'essaie de m'imaginer... qui t'échappe. Je vois un peu de... Non mais... Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête d'un kid donc de 18 ans plus ou moins quand il voit toutes les c'est comme un vie ma vie finalement. T'as l'impression qu'à tout moment quelqu'un va allumer les lumières pour faire vous êtes un imposteur, tout le monde va partir. C'est vrai, tu as raison. Et je confirme. C'est un peu en plus de ça, donc ici tu as Philippe Catherine, guitariste, qui est venu enregistrer des démos. Tu as Ultravox, groupe, peut-être que les gens plus âgés connaissent. Ultravox est venu faire pendant 15 jours des démos ici aussi. C'était un groupe anglais au moment de la vague punk. Je me disais, ils vont casser tout. Ça va être horrible. Et en fait, c'était des gens très bien élevés qui allaient chercher leur litre de lait à la place de Linkebeek tous les jours. Et puis, ils ont enregistré ici. C'était émouvant, en fait, de voir que toute cette petite vie ici, c'était déjà un rêve qui se réalisait, en fait. Et donc voilà, t'es encore dans la maison, t'as repris la maison où t'as grandi, la maison de tes parents. Ouais. Et ça doit être assez spécial de faire une nouvelle quand on vie. devient un peu vieux, parce que une nouvelle vie, j'ai fait 4 ou 5 nouvelles vies dans cette maison, donc peut-être cette maison est la vraie femme de ma vie. Et alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu forcément des enfants qui ont grandi dans cette maison et qui ont vécu les mêmes trucs. Jules s'est coincé la tête entre les barreaux de la rampe d'escalier, exactement au même endroit que moi. Et donc, moi, j'ai eu personne pour m'aider à cette fois-ci. J'avais 3 sœurs. C'est pas vrai, mes sœurs sont sûrement... J'ai attendu de maigrir quelques jours. Des trucs, et puis là, j'ai pu dire à Jules, non, t'inquiète pas, tu bouges ta tête comme ça, tout doucement, tu recules. Et à ce moment-là, je me suis rappelé qu'il m'était arrivé exactement la même chose. Ça doit être une drôle de boucle. Peut-être un détail pour vous. Enfin, on s'en fout un peu. Bah, non, ça doit être assez fascinant. Déjà que dans la vie, de manière générale, t'as l'impression qu'il y a toujours 3 générations. T'as le grand-père, le père, le fils, pour prendre le côté patriarcal. Et à un moment donné, donc c'est comme si t'as 3 vies. T'as la vie quand t'as tout le monde qui s'occupe de toi. Puis t'as la vie quand tu t'occupes un peu d'avant, tu t'occupes un peu d'après. Puis pas ça, quand t'es le grand-père, t'as la vie où tu t'occupes des autres. Je me demande si je deviens pas tout doucement le grand-père. Je sais qu'il y a un gars qui est venu l'autre jour ici et qui croyait que Lucie était ma petite fille. Lucie, 3 ans, n'est pas ma petite fille. C'est moi qui ai mis la graine. D'ailleurs, c'était marqué dans le JT. Ils l'ont dit dans le JT que c'était très bien que les vieux mettent de la graine. J'ai un très bon sperme. J'ai montré mon sperme au JT. Sérieux? Oui, il y a une séquence sur les gosses de vieux, parce qu'il paraîtrait que les enfants de pères un peu âgés risquent de vivre plus longtemps. Donc Lucie va peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Ça me fait une belle jambe, parce que moi, quand elle aura 100 ans, voilà. T'en auras 160. Voilà, peut-être qu'on aura trouvé quelque chose pour nous maintenir en vie. J'aimerais quand même qu'on souligne le fait que t'as dit j'ai montré mon sperme au JT. Oui, j'aime bien. Formule, hein. Mais il faisait des analyses. Non, en c'était fait, juste ils ont vu ma tête, j'ai dit 2-3 mots, et après il y avait un schéma qui montrait que les chromosomes mes spermatozoïdes sont excellents. Il y a rien qui te gêne en fait.
T'as pas l'air d'avoir énormément de pudeur. Non, oui, je crois que j'ai un peu de... Enfin, je sais pas. Je crois que quand j'ai des moments de gêne, je les décapsule très vite parce que suffit de prendre un peu de recul et ça passe vite. Hein. Mais je veux dire, t'as pas... la construction de l'image a vraiment pas l'air de faire partie de tes priorités. Non, je crois pas. Mais je pense que c'est le travail de toute une vie de... on passe du temps à essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est, et puis il faut faire tout le chemin inverse, à se dire il faut accepter qui on est devenu, en sachant très bien qu'on n'aurait jamais été ce qu'on est sans tout ce qui nous entoure, donc c'est quand même de la faute de tout le monde, donc ça va. et on ne dépense pas 50 000 € pour m'amener au palais de justice. Ça, c'est vraiment une référence d'actualité. Dans 10 ans, on comprendra rien. Ça, c'est dommage. Ça, c'est franchement... Ça mange pour les gens. Ça, c'est dommage. Donc voilà, après, Franquin, une fois que ça se termine, le trombone... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, Franquin et Delporte, quand le trombone se termine, se font du souci pour moi. Parce que là, vraiment, je leur en suis reconnaissant encore maintenant. Ils t'ont adopté un peu? Hein? Et ils ont été chercher dans les tiroirs une vieille histoire que Franquin n'avait jamais dessinée, mais qu'il avait envie de sortir. C'est Ernest Ringard et Géographie. Une histoire d'un type qui a une taupe dans son jardin. Donc, c'est tout à fait franquinien, puisque tu as l'univers du dessus et puis les galeries en dessous. Et la taupe paye son loyer, parce qu'il y a un trésor dans le fond du jardin. Donc, elle paye une pièce d'or tous les mois et moi je me suis retrouvé un peu là-dedans on était fin des années 70, donc Franquin n'avait absolument pas envie que je fasse du Franquin, donc il ne voulait même pas regarder comment je me débrouillais pour faire mes planches. Mais des années plus tard, j'ai redessiné ce premier album et là, Franquin était en plein dans une autre période de sa vie, donc le fax était arrivé et il avait envie de me donner des conseils, ce qui fait que là, c'était après les Snuls, c'était en 90. J'ai redessiné cet album avec l'œil bienveillant de Franquin qui m'a donné vraiment une espèce de cours accéléré de École de Marcinelle. Maintenant, les deux versions sont intéressantes parce que justement, je pense qu'il avait à cœur d'essayer de permettre au dessinateur de développer sa personnalité plutôt que de faire un copier-coller de ce que lui voulait faire. Mais en revanche, après, c'est très marrant de voir les fax qu'il m'a envoyés avec les conseils de lisibilité, de mise en scène, etc. Parce que j'avais été à Disneyland en Californie et j'avais ramené un truc qui était difficile à transporter dans l'avion, un gros bouquin avec des trucs d'animation purement disneyienne, et c'était les mêmes leçons. Et Franquin ne le savait pas, il avait absorbé ça par lui-même, ouais. Oui, absorbé et recréé ces critères qui... Enfin, il aurait pu vraiment lire le bouquin. Je lui ai montré ses fax et des pages du bouquin. Il était sur le cul. Il dit, mais c'est dingue, c'est exactement le... Enfin bon, comme quoi, il y a peut-être des... De toute façon, c'est ça qui est intéressant. On parlait au début des idées, de comment ça vient, etc. Et là, il y a vraiment une belle analyse à faire sur... après la guerre, les petits Belges qui refont de la BD, mais qui sont fascinés par l'Amérique, et qui recréent un code disneyen tout en gardant quand même une identité... Enfin bref. Je sais pas, je m'éloigne là, ça devient un peu très compliqué. Non, mais c'est au contraire, c'est encore plus vertigineux quand on se dit qu'après quelques années, Peyo fait un smash avec les Schtroumpfs, et en Californie, on fait des dessins avec les Schtroumpfs qui sont au départ quand même inspirés graphiquement par le disneyisme, par les gros nez, enfin bon, bref. Et toi, quand tu vois ces trucs-là, ou le film, par exemple, des Schtroumpfs, c'est toi qui t'es quand même prêt à la base de ce que c'était, de voir la boucle et de voir la grosse machine mondiale. Tu dois trouver ça quand même assez... C'est très impressionnant, et je pense que la famille Cullifort a extrêmement bien mené cette barque, parce que c'est évident que les vieux lecteurs qui sont maintenant encore là, mais plus pour longtemps, et qui ont la nostalgie des petits mini-récits des Schtroumpfs, crient, poussent des cris en disant « Ah, sacrilège, on les reconnaît pas, ils n'ont pas la même gueule, etc. » Mais c'est une autre aventure, c'est un autre chemin, et le chemin est intéressant. Ouais, Finis la phrase. Hop. Une petite leçon de philosophie. Non, mais qu'on glisse à la fin. On parlait d'humour parce que c'est aussi le point du podcast. Ah oui, c'est vrai, merde. Mais non, c'est moi qui pose. Si je pose pas de questions là-dessus, t'as pas... l'humour. L'humour.
Mais attends, Rire. si tu veux, je vais quand même te dire un truc qui est très important dans ma vie à moi, parce que finalement c'est ça qui compte. C'est qu'un jour, un monsieur qui s'appelle David Lachterman a passé des extraits d'humour anglais dérisoire à la télévision belge. Ça s'appelait Absurde n'est-il pas? Et il passait des extraits du Flying Circus des Monty Python, et je pense que ça m'a traumatisé, ça a marqué ma vie. En même temps que la sortie du film Sacré Graal, puisque c'est à peu près ces années-là, quoi. Et c'est ça qui, toi... Mais moi, ça... ouais, tout à coup, je me suis dit, oh là là, ça... Parce que l'humour des Pythons met la barre très très haut. C'est pas simplement, on va rigoler. Ouais. On va rigoler, mais en même temps, on va se poser des questions sur... le sens de la vie, Et ça ressemblait à quoi l'humour en Belgique à cette époque-là? Moi, aujourd'hui, je vois un peu les courants, tout ça, mais j'ai du mal à me mettre en tête, parce que tout le monde parle effectivement des Monty Python comme étant le... Il y avait quasiment rien. C'est pas vrai, c'est pas gentil ce que je dis, parce qu'il y avait Stéphane Stevan, par exemple, qui était l'humoriste officiel de la RTB pendant des années. Il avait une émission avec Jacques Mercier en radio, et j'avoue que tout petit, j'écoutais tous les dimanches. Ça s'appelait Dimanche Musique, non seulement parce que c'était marrant, parce que c'était vivant. Il y avait le même plaisir que quand j'ouvrais le Spirou, parce que j'avais l'impression d'une bande de copains qui faisaient des trucs marrants. Et en télé, avec Marion, Stéphane Stemann, ils avaient essayé de faire de l'humour un peu décalé aussi, mais c'était pas vraiment populaire, et donc ce qui fait que quand même le paysage humoristique belge était un peu, en tout cas, il y a certainement des tas de choses très très drôles, mais plutôt des microcosmes, quoi. Des oasis dans le désert. Ouais. Et donc, t'as fait ce truc-là. Et en BD, t'as toujours aussi eu envie de faire des trucs qui étaient d'office humoristiques ou C'est-à-dire que j'ai un vrai handicap, je suis incapable de lire de la BD réaliste. Mais même les trucs que je trouve très beaux, Giraud, Isabelle Franquin me dit, t'as jamais lu Blake et Mortimer? Mais c'est génial. Je suis incapable de lire. Sérieux? Je pensais que moi, je sais pas pourquoi je faisais l'image de toi qui avait lu toutes les BD. Mais non, pas du tout. J'ai vraiment été complètement maqué, école de Marcinelle, et dans Spirou, je ne lisais que Franquin, Peyo, Roba, Maurice. Mais il y a un truc qui est arrivé aussi. Peut-être que ça vaut la peine de le dire. Mon père qui était peintre, donc on connaît l'histoire du top modèle qui m'a accompagné pour le synthèse. Pour rien d'ailleurs. M'avait dit, tu dois arrêter de regarder ces dessins, parce qu'il trouvait que c'était un dessin vulgaire, un dessin pas esthétique. Arrête de regarder Spirou, et pendant 2 ans tu vas dans les musées et tu regardes les vrais beaux tableaux, les belles œuvres d'art. Ouais. Et j'ai un peu résisté à cette pression paternelle, donc en revanche, il me disait, regarde le dessin de Sampé, regarde le dessin de Bretéché, Rézère. Il y a des gens qui font de la bande dessinée et où c'est plus graphiquement intéressant et plus riche. Bon, j'ai pris tout ça avec des pincettes parce que j'étais ado et il fallait que je trouve quand même un point de rébellion. Mais du coup, même dans Spirou, quand j'ai commencé Germain et nous, enfin dans le trombone, graphiquement, j'avais envie que ce soit qu'il y ait un petit virage vers un dessin plus cartoon et plus de la bande Rézère, Bretéché et compagnie. C'est un peu prétentieux, mais je dis des noms je dis des noms que les gens connaissent forcément. Non, il y a pas y a pas de problème. De toute façon, j'ai dit, moi, le but, c'est d'essayer de voir un peu à quoi ressemblait ta vie, parce que j'ai fait, donc il y a des gens qui ont fait de la scène, des gens qui ont fait de la télé, des gens qui ont fait surtout des trucs sur Internet. Ouais. Moi, c'était vraiment la BD au départ. Donc toi, tu te définis, mettons, sur demande, t'es humoriste, t'es dessinateur, t'es tout ça. Est-ce que tu te définis? On ne peut pas définir l'homme. Si on pourrait, mais c'est chaque fois un casse-tête. Tu t'en fous, de toute façon, ça change rien, quoi. Et qu'après, la script me téléphone. Qu'est-ce qu'on met en dessous de votre nom? Mais Fred Janet, en dessous, Fred Janet. Je sais pas quoi dire. C'est vrai que j'aime bien faire des choses différentes, mais il y a un point commun, certainement. Et j'ai été rassuré aussi par Marc Moulin, puisqu'on parlait de Dan Laxman. Mais il y avait Marc Moulin qui était un exemple, donc quelqu'un un peu plus âgé que moi, mais qui avait réussi à faire de la musique, de la radio, un peu de BD aussi. On a fait quelques planches ensemble. Donc je me disais, il y a moyen d'exister et de faire des choses différentes sans avoir vraiment un mot en dessous du nom. C'est ça qui est dur quand tu essaies d'innover, c'est que t'as l'impression qu'il y a à peu près, il y a 3 phases. Il y a
ça se fait pas, c'est impossible. Le oh mon Dieu, il a réussi. Et le ah tiens, c'est ringard, ils font tous ça maintenant. Là. Ouais. Bête exemple, mais il y a un gars qui s'appelle, c'est un humoriste français qui s'appelle Pierre, je pense que c'est son Scrooge, j'espère que oui, sinon, en plus c'est le prochain que je vais interviewer, donc si je sais même pas prononcer son nom, c'est con. Il y a un spectacle qui est genre de conférence PowerPoint, il utilise le PowerPoint pour faire ça. Et il a fait un extrait, un genre de bande-annonce, mais au lieu que ça soit juste lui sur scène avec un extrait de son spectacle, il a fait une vidéo, ça s'appelle Comment rompre à l'aide d'un PowerPoint. Et tu vois, il explique à sa copine pourquoi il est en train de rompre, slide par slide. Et c'est super bien. Et là, au moment d'enregistrer le podcast, il est à 700 000 et des poussières de vues sur Internet. Et tu dis, ah ben oui, mais d'office, c'est bien. Et dans 5 ans, t'as plein d'humoristes qui vont sûrement tous faire la même chose, mais ça va être à 100 ou 80 000 vues, puis ils vont dire, ah ouais, mais ça marche moins que... d'office, il faut se planter plein de fois jusqu'à ce que tu aies un truc qui marche, puis une fois que tu as un truc qui marche, ben, il est déjà en déclin, parce que tu as plein de gens qui vont faire la même chose, et donc, à ce côté-là, tu es toujours rassurant. Je rebondis là-dessus, parce que tu me dis, je voulais faire plein de choses, mais tant que tu sais pas si c'est possible, c'est toujours plus inquiétant. Oh, mais lui, il l'a fait, puis ça a l'air de marcher. Go, envoyez-les. Moi, j'ai ça avec... C'est pour ça qu'il faut être un peu autiste, je crois, dans ce genre de boulot. Il faut pas trop se soucier de ce qui se passe autour. J'ai vu le documentaire de Woody Allen qui disait ça. Il dit moi, en gros, je perds jamais. Il y a même pas de email, tu vois, Woody Allen. Il dit une fois que j'ai fini de faire un film, ben je retourne dans mon tiroir où j'ai toutes mes idées de film et j'en trouve une nouvelle idée. Exactement. Et je perds pas de temps à essayer de voir les critiques et qu'est-ce que... Je serais tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'il a bien raison, ce type. Rappelle-moi son nom. Woody Allen. D'après moi, ça va marcher. C'est un flamand, parce qu'apparemment, c'est pas... Allen. La mauvaise. Et je suis convaincu que c'est le moment où ceux qui font des trucs... culturels finalement sont le plus malheureux, c'est entre deux productions quand tu fais juste regarder ce que les gens en pensent. Donc t'as plus aucune... Si les gens disent que c'est bien, t'es content, mais si les gens disent que c'est pas bien, c'est qu'est-ce que tu peux te dire? Bon, tu peux rien faire, rien dire pour te défendre. Donc, alors que si tu produis, tu peux toujours te dire, ah, celle-là, moins bien marché, mais là, je suis sur un autre truc, ça va être bien. Pouvoir se motiver comme il faut. Donc voilà. Donc Monty Python, Marc Moulin, le fait de faire plusieurs choses. L'humour anglo-saxon m'a vraiment très très fort marqué et je suis devenu, maintenant je vois ça avec du recul, probablement je mets ça avec la fougue de la jeunesse, je suis devenu un peu intégriste comme ça, c'est-à-dire tout ce qui était humour franchouillard, même les quelques tentatives d'humour anglo-saxon par les Français me consternaient un peu, j'avais même pas envie de regarder et aujourd'hui je trouve que c'est un peu con, j'aurais pu quand même m'ouvrir un tout petit peu à ça, mais enfin bon, ça rejoint peut-être ce truc d'autisme et de pas trop regarder ce que les autres font. En revanche, le fait d'avoir croisé Gottlieb justement dans cette époque du trombone, Gottlieb était totalement maqué humour anglo-saxon, il écoutait les Monty Python pendant qu'il faisait ses planches. Et il comprend pas bien l'anglais, donc il comprenait même pas. Il avait envie de ce fond sonore et ça le faisait marrer. Il écoutait les Monty Python et il écoutait les Goons aussi. Hyper fan de Peter Sellers et de Spike Milligan, etc. Donc, je sais, oui, sans doute, je me suis fermé à l'humour trop latin, on va dire. Il faut qu'on arrive donc voilà au sauveur, donc mais il faut absolument. Déjà? Non mais allons-y. Non mais il faut passer avant évidemment par le truc qui moi quand je suis arrivé en Belgique pour me faire comprendre la Belgique, on m'a montré c'est arrivé près de chez vous. On m'a baladé un peu, on m'a parlé de la Flandre, mais on m'a passer des trucs, des snuls. Et faites pas ça à quelqu'un qui vient juste d'arriver. Faites pas ça si vous l'aimez. Et puis c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que mettons l'humour ukrainien aurait eu l'air moins crypté probablement pour j'ai écouté un an après et j'ai commencé à capter et je me suis marré. Mais vous justement à ce moment-là, vous en avez rien à foutre, j'imagine, d'être populaire et d'être large. Comment ça a commencé déjà? Mais un peu par hasard. Comme d'habitude. Un peu par hasard, il y avait Gilles Verland, dont on a parlé tout à l'heure, était sur Canal France. Et à un moment, il dit, si on proposait une capsule belge pour Nulle part ailleurs. Et il fait appel à ses potes Nico, Christian et Steph Liberski.
Et ils font, avec d'ailleurs un habillage de Sergio, donc presque tout le monde était là, moi j'étais pas là dans ce truc-là. Ils font des petites capsules qu'ils envoient en France. Les Français disent « Ah, c'est génial, j'adore les Belges, formidable !» Et ça reste dans un tiroir pendant plus d'1 an, jusqu'au moment où Canal+ Belgique voit le jour. Et à ce moment-là, voilà, ils leur demandent de faire un truc pour Canal Belgique. Et puis moi j'arrive là-dedans un peu par hasard parce que je les connaissais, enfin je connaissais bien Nico Christian, Sergio bien sûr, et je crois qu'ils m'ont appelé parce qu'ils savaient que j'avais une belle collection de cassettes vidéo. En fait, il y a quelque chose qui nous faisait marrer à tous avant même de faire les Snuls, c'était l'humour involontaire bien sûr, c'était le foutage de gueule entre guillemets, et on voyait pas beaucoup ça à la télé. Ça c'est vrai. À l'époque, en tout cas, certainement pas à la télé française ni belge, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'humour involontaire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on se disait c'est pas bien de se moquer, ou bien l'humour avait un statut assez précis, assez particulier. Et donc nous, quand on a commencé les Snuls, on s'est dit il faut absolument qu'on partage, qu'on montre ce qui nous fait marrer nous, c'est-à-dire par exemple le Belge et philosophe, donc qui est ce sont des extraits d'un téléfilm fait par la RTB et que j'avais enregistré début des années 70 et qu'on regardait en boucle. T'es un collectionneur de belgitude de manière générale. Oui, c'est ça, mais un peu par hasard, pas si ça te dérange. Non, ça me dérange pas du tout. Mais c'est que je dise, mais quand on arrive chez toi, donc dans ta salle à manger, salon, il y a un écran de télé qui diffuse donc en boucle une série d'images de surréalisme, de belgitude, d'humour involontaire, de trucs. C'est des images d'un peu partout, en l'occurrence, mais c'est. Mais je dis, personne n'a ça dans sa maison de diffuser ça en boucle comme. Non, ce qui m'a marqué, sans que je le sache, c'est que comme mon père avait aussi une agence de pub, donc il était un des premiers à avoir une caméra vidéo et un gros enregistreur à bande, encore en noir et blanc bien sûr, mais avec une seule bande. Donc et avec mes potes, on s'amusait à faire des fausses émissions de télé juste pour se marrer, quoi. Et puis après, les premiers magnétoscopes ont permis d'enregistrer notamment cette émission Week-end ou la qualité de la vie avec Michel Demarais et Raymond Coumans. Et donc ces gens-là nous ont fait marrer, mais pas nécessairement à l'endroit où ils voulaient. Enfin, ils voulaient pas faire. C'était une espèce d'humour involontaire, mais tellement formidable qu'on voulait insérer ça dans les Snuls. On savait pas très bien ce que ça allait être, les Snuls. Ça a été ça votre identité finalement, toujours l'humour, mettre en avant l'espèce d'humour involontaire. Il y avait de ça, et en réalité, quand on a commencé, je me rappelle que la première fois qu'on a fait un vrai sketch avec des gens qui font des comiques, ce qui n'était pas notre métier du tout, c'est un Verhulst-Eco-Romans, donc les deux représentants, enfin les deux vendeurs de n'importe quoi qui en général s'adressent à Madame Leroy, là, Sergio qui fait la vieille dame. Et on s'est dit, merde, alors on est en train de faire des vrais sketchs pour la télé, alors que tout ce qui précédait, c'était des faux reportages, un faux JT, mais là, c'était pas... Enfin, on devait pas jouer des personnages, quoi. Donc on est devenus des comiques à la télé malgré nous. Et c'était plus marrant de faire ce faux feuilleton Santa Belgica à partir de vieux téléfilms aussi, des choses que on avait regardé beaucoup avec les autres Snuls, avec des copains, avec Gilles Verland, avec Thierry Cullifort, donc mon vieux pote, on regardait. Je crois que Week-end on l'a regardé 800 fois, je crois. Après l'école, on regardait la cassette et on se marrait. Et en plus, maintenant ils ont facile les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est YouTube avant l'heure, ce que vous faisiez. Oui, mais regardez, rebobiner pour revoir la phrase qui nous fait marrer, c'était super difficile. Il fallait pousser sur stop, et puis sur rewind, et puis on tombait 3 minutes avant, il fallait se taper les 3 minutes, et puis enfin on avait la phrase, mais ça c'est mais c'est ça, mais c'est très rare. Mais c'est très bien. C'était une autre époque. Et on revient, mine de rien, à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu disais, essayer de mettre une émission de télé avec un concept imaginé par des gens qui vont engager un animateur qui aime bien en lui disant, sois différent maintenant parce qu'il faut que tu sois comme ça pour entrer dans le concept. Alors que vous avez fait des trucs que vous faisiez déjà
avant pour se l'émission. marier, avant, oui. Des Donc, cassettes d'anniversaire et des choses comme ça. On en faisait tout le temps. On faisait des parodies on avait fait, 7, 8 ans avant le début des études, on a fait une parodie de Génération 80, qui était une émission du samedi, présentée par Fabienne Van de Merch. Et, on l'avait appelée et elle était venue faire cette parodie juste pour l'anniversaire d'un copain. Et ça allait être diffusé nulle part. Nulle part, c'était pour faire plaisir aux potes. Fabienne Van de Merch qui fait. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense à Jade Tolly, donc ce qui a succédé au SNUL, en ce qui me concerne, avec Steph. Si on avait été n'importe où, à n'importe quelle chaîne, en disant, voilà, il y a une carotte qui rencontre une autre carotte et qui dit bonjour. Enfin, sur papier, 9/10 des trucs étaient à foutre à la poubelle. Enfin, jamais personne ne l'aurait accepté. Donc, le plaisir de faire comme ça, enfin, c'est essayer des petits chemins, hein, c'est essayer des trucs, c'est comme, enfin, le Dalai Lama, on savait pas non plus, c'est un peu comme ça vient tout seul. C'est gai d'avoir un petit support, c'est-à-dire que, j'ai fait un petit saut en parlant de Jade Tolly, mais c'est vrai que, Jade Tolly, on l'a fait ici, en VHS au début, donc c'était vraiment... Encore une fois chez toi? Oui, chez moi ou chez Steph, un peu par hasard, parce que c'était le début des vidéos gags et des trucs comme ça à la télé, donc les techniciens, enfin, accepter qu'on mette des images pourries. En fait, avant ça, on n'aurait pas pu, parce qu'on serait amené avec du VHS. Non, ça ne pense pas, regardez, enfin, tous les RTB, hors de question. Alors que maintenant, quand ils trouvent pas les images, ils vont foutre un truc YouTube dans un cadre avec des images. Ça passe, on met le truc YouTube, ça passe. Oui, ou alors on pourrit un peu l'image, parce que l'HD, c'est vraiment trop propre. Et c'est trop... donc, ça a démarré comme ça, et je suis persuadé que si on avait dû essayer de vendre le concept, ça n'aurait jamais... C'était impitchable. Impitchable. Et pas donc, pitché. Pas pitché. Et donc, il y a eu des trucs qui sont passés un peu sur Canal France? Très peu. Sur Canal Jimmy, je crois que tous les SNUL sont passés sur Canal Jimmy, ce qui fait que parfois je me retrouvais en dédicace pour la bande dessinée à Paris, et puis il y a des gens, les SNUL, c'est vous les SNUL, j'adore. Et j'étais très surpris parce que moi je savais même pas que c'était diffusé en France. Encore une fois, à fond sur ta carrière. et en Belgique, comment ça a démarré? Comme je l'expliquais, c'était une capsule pour Canal France, et puis alors accepté pour Canal Plus Belgique, puis on se dit, on pourrait appeler ça comment? Et puis tout à coup l'idée d'appeler ça les SNUL vient, mais c'était la fausse bonne idée, parce que tout le monde allait faire le lien avec les nuls en France, et nous ça nous faisait marrer comme ça, mais c'est parce qu'on ne savait pas que ça allait durer 4 ans sur antenne et plus de 25 ans pour de vrai. Donc on s'est appelé les SNUL, ça avait du sens puisque c'est un vrai mot bruxellois. Et on était persuadés qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines, ils allaient nous gicler, quoi. Vraiment. Ça, on va faire tout ce qu'on veut, puis ça durera le temps que ça durera. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a fait tout ce qu'on avait envie, vraiment. Je pense que... Et alors, très curieusement, la chaîne ne nous disait rien. Est-ce qu'ils regardaient seulement? Oui, je crois. Enfin, il y en a qui regardaient probablement, mais pendant toute la première saison, on espérait avoir quand même un petit avis de la chaîne. Rien du tout. Et c'était même Blackout. On appelait ça Blackout. On disait, qu'en pense ta chaîne? Blackout. Et puis la dernière émission de la première saison devait être une espèce de fancifère. On se disait ce serait drôle de faire une fausse émission publique ou sous forme de fancifère avec les parents qui sont obligés de se taper un truc sur... Et on a tout axé comme ça. Et puis on a mis un petit panneau dans l'avant-dernière émission disant on enregistre l'émission la semaine prochaine, ce sera au Botanique. Et puis on se rend compte que... la surprise a été de voir que le Botanique était bondé. Ah oui? Que les gens venaient avec un chicon autour du cou ou bien avec une tiare sur la tête, avec des tas de références. Ils nous faisaient des références que nous-mêmes on ne captait pas parce que on faisait une émission chaque semaine. Donc on avait fait une puis l'idée. Voilà, on n'y pensait plus. Et on a vu que les SNUL sont devenus cultes, mais bon, en même temps. Ça ne m'impressionne pas non plus. Ça doit être drôle de voir la différence entre le résultat et l'impact que ça a sur le public et les conditions de réalisation à la base. Oui. C'est-à-dire, on faisait ça avec une VHS dans mon salon. Oui, puis après ça, tu vois, et ça, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, ça... Pour les SNUL, il y avait vraiment une équipe, il y avait un budget, hein. Je crois que c'était quand même... OK. Ça, c'était pas mal. Enfin, pas mal.
Mais nous, on n'avait jamais fait de télé, sauf les cassettes d'anniversaire. Donc, ça nous a permis d'apprendre un peu le métier. On se retrouvait à essayer de scénariser. On était 5. Bon, on se marrait bien, on scénarisait. Steph reprenait le choc des idées. Il rédigeait un peu ça la nuit pour que le lendemain, on puisse dire ce qu'on voulait tourner. Puis on arrivait au tournage, mais au tournage, en général, on piratait ce que Steph avait écrit, qui lui-même avait déjà un peu piraté ce qu'on avait produit avant. Et puis après, moi, je me retrouvais, la plupart du temps, je m'occupais du montage, parce que j'adore cette partie-là du truc. J'ai l'impression qu'on peut faire énormément de choses au montage. Tu peux foirer un film. Oui, c'est ça, tu peux foirer un film, une séquence au montage. Et donc, on essayait de, mettre les images ensemble et rajouter des blagues pour surprendre par rapport à ce qu'on avait tourné. Et puis après, Chris et Nico, qui étaient à la sono, essayaient encore de nous pirater en ajoutant des trucs. Ce qui fait que le résultat était marrant, parce qu'il y avait beaucoup de couches. Ce qui n'est pas le cas du coup de Jatoli, ça c'est vraiment brut, il n'y avait même pas de maquillage, pratiquement pas de costume, et personne dans la salle. Ça aussi c'était surprenant, c'est que dans les SNUL, il y avait toute l'équipe, et nous on avait par exemple Paul le preneur de son, Paul Immense, qui nous écoute sûrement sur les podcasts. Ouais. Paul Immense. En général, à la fin des sketchs, quand on avait terminé, il faisait poids. C'était un running gag, de dire vraiment, là, les gars. Non, c'est en dessous de tout aujourd'hui. Donc, au montage, il fallait vraiment être là pour couper au bon endroit, pour qu'il n'y ait pas les poids. Et du coup, se retrouver avec Jatoli, c'est-à-dire seul, où on poussait nous-mêmes sur le bouton de la caméra. Ah oui. Il n'y avait personne. C'était très jubilatoire. Le patrimoine des SNUL. Oui. Il est. Oui, monsieur, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est où? Patrimoine. C'est qui ça, ce Paul Immonde? Patrimoine. Il est où? Vous en avez fait quoi? Est-ce que ça a été est-ce que vous avez tout gardé? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont disparus? Il y a certainement des tas de choses qui ont disparu. Je crois que Steph a encore quelque part dans sa cave des cassettes bêta. C'était filmé en bêta. Mais au moment de la faillite des studios, etc., il y a des tas de cassettes qui ont disparu, quoi. Donc, on n'aura jamais un jour un intégral 100%? L'intégrale, c'est ce qu'on a pu sauver jusqu'à présent. On a toutes les émissions, certainement, et puis de temps en temps, des petits trucs. J'ai retrouvé des embryons de sketch, mais en général, on utilisait beaucoup tout ce qu'on tournait. Hein. Okay. Même les trucs les plus mauvais, on arrivait à les emballer autrement pour... Parfait. Et ça s'est arrêté comment? Je crois que ça s'est arrêté parce que l'effet de surprise n'y était plus. Enfin, tout naturellement. C'est la première. Ça arrêtait au bon moment, finalement. Ah oui, ça, je suis sûr. Parce que si t'en faisais 10 ans de ça aurait peut-être été... Écoute, je dirais même que la dernière saison était un peu limite, mais on était confronté à des décisions de la chaîne. Évidemment. Tout simplement parce que quand tu fais une émission toutes les semaines, c'est difficile de demander à la presse écrite de faire des papiers toutes les semaines sur l'émission. Oui. Mais si tu fais une émission tous les 3 mois, avec un peu de chance, tu peux demander à l'ADH de faire une page, et puis peut-être... Une interview. Dans Télémoustique ou quoi. Et donc, on a accepté cette pression de la chaîne qui nous a dit, faites 4 émissions, des grosses émissions en public, sur toute la saison. Donc, tous les 3 mois, une grosse émission. Mais je crois que c'était pas un bon truc. Enfin, moi, je pense qu'on était plus à l'aise à faire chaque semaine. Moins de pression, c'est parce qu'on ça va en aller toutes les semaines, on peut passer ça, on peut pas plus naturel. Moi, j'aime bien ce côté un peu laboratoire, pas trop lisse et pas trop testé, quoi. Mais tu sais que donc Louis C.K., une référence, je parle souvent, c'est un humoriste américain qui est super fan de Woody Allen aussi. Ouais. Lui il dit qu'il y a une série qui s'appelle Louis donc sur FX et c'est lui qui l'écrit, il la réalise, il a passé le montage d'ailleurs à celle qui faisait le montage des films de Woody Allen. Mais il dit j'écris les épisodes en moins de temps possible. Parce que il dit le problème avec les épisodes qui sont avec des équipes de 10, 12, 15 auteurs, et c'est super bien, mais ce sont les mêmes types d'auteurs, donc les mêmes gags, donc tout est il finit par avoir une espèce de couche de vernis qui t'éloigne du vrai feeling. Et moi des épisodes, je les ai écrits, il y en a un, j'ai écrit, il avait dit je crois que c'est en 2 heures, il avait écrit un épisode, et il dit qu'on n'a pas retouché le script, mais après ça je vais mettre des plombes à peaufiner le montage, je vais filmer avec soin, je vais mais je veux que le contenu, ça soit le plus brut
donc le plus réel. Il faut que ça fasse vrai. Il y a combien d'émissions tu regardes, t'as l'impression que c'est une émission qui a été faite dans une boîte en carton. Oui, c'est sûr. Tu sais pas où, quoi. Mais là, on a eu beaucoup de bol. Enfin, là aussi, avec les SNUL, il y a des trucs qui, sur place, des espèces de couillonnades que je crois que les Kipu, par exemple, Dance with the Kipu, c'est au maquillage qu'on a rajouté Kipu. On voulait faire une parodie de western, on ne savait pas trop quoi, et rajouter la couche Kipu, donc à la place, c'est con à expliquer comme ça, vraiment. Mais je me rappelle. J'aime bien, quand on a fait les Kipu, comme ça. Quand j'ai écrit The Great Gatsby, c'est vraiment le hasard. Et je suis sûr que s'il y avait eu des gens, des décideurs autour qui contrôlent, on n'aurait pas pu faire tout ça. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, Jatoli, après, ça s'est passé... 4 ans aussi. Okay. C'est un peu une habitude comme ça. Après 4 ans. 4 saisons, Vivaldi un peu. Il faut... C'est bien, ça change. Et c'était quoi? Est-ce qu'il y avait une envie de faire quelque chose en particulier après avoir fait les SNUL? Qu'est-ce qui... Oui, c'est là, de nouveau un tout petit peu le hasard, quoi. Les SNUL, c'est vrai qu'on a arrêté la télé, mais on a continué la radio. La radio, c'était très marrant à faire. Jusqu'au jour où on est arrivé avec nos textes prêts à enregistrer, et il y avait une feuille de service en dessous du micro disant l'émission est terminée, merci les gars. Enfin, sérieux? Ah oui, vraiment. Du jour au lendemain, sans rien. Et on est con parce que jamais on aurait pu appeler des avocats et dire dites les gars, on peut pas arrêter comme ça. Enfin bref. Juste une feuille. Juste une feuille. Ouais. Tu l'as gardé la feuille? Non. Ça aurait été des archives. Peut-être qu'il l'a, je sais pas. Mais du coup, Steph a fait une carte blanche dans le soir pour réagir et qui a fait un peu secouer un peu les trucs à la RTB. C'était l'époque de Jean-Louis Stalport qui disait moi vivant, cette émission ne continuera pas. Et puis il a supprimé l'émission, puis il est mort quelques jours après. Sérieux? Oui, quelques mois après, disons. Ok. Parce que sinon, tu dis, t'as pas de bol de timing. Aujourd'hui, donc, vous êtes une partie de l'équipe se retrouve dans Les Sauveurs. Les Sauveurs, donc sur Nostalgie. Ouais. Et je vais poser une question vraiment con, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de recommencer? Parce que tu as l'air de faire que les trucs à l'envie. C'est quoi? C'est le fait de te retrouver en disant, putain, j'ai envie de retrouver un public, j'ai envie Je vais t'expliquer, non. Je vais te le dire. On n'a pas évoqué le jeu des dictionnaires et la semaine infernale. Donc après, des années après Jatoli, tout à coup, je suis invité au jeu des dictionnaires parce que il y avait l'intégrale Germain et nous, donc je joue l'invité. Et puis il se fait que le producteur du jeu des dictionnaires, c'est Raoul Reyers. Que j'ai interviewé dans le podcast, c'était super chouette. Et qui était dans les SNUL, en tout cas les SNUL Radio, c'était le réalisateur des émissions SNUL Radio. C'est nous qui avons d'ailleurs nommé Philippe Gouders, Raoul Reyers. Ah, il m'a dit ça, il m'a raconté, ouais. Et donc... il disait, Fred, pour une raison que j'ignore, m'appelait Raoul, alors que... je sais pas, c'est avec Jean-Pierre Autier, on l'appelait Raoul, je sais pas pourquoi. Et donc, après cette émission dans laquelle j'étais l'invité... pour Germain et nous, il m'a appelé en disant t'as pas envie de faire partie de l'équipe, d'essayer? Et moi je me disais mais tu m'as déjà bien regardé, moi faire écrire mes textes, faire mes billets et puis les lire devant des gens pour essayer de les faire rire, jamais je ferais ça. Et malgré tout, je suis allé et j'ai vraiment pris goût. Ça m'a fasciné de voir cet autre système. Parce que jusqu'à présent, quand on faisait les SNUL, il y avait bien sûr Paul qui faisait poids. Mais dans Jatoli, on était seul. Donc l'effet de ce qu'on faisait, on l'avait que par éventuellement des gens chez Deleuze qui disaient « Oh, vous nous avez bien fait rire l'autre jour. Ouais. » Et donc... tout à coup, être un peu partout en Wallonie, devant un public, évidemment, il y avait le danger de devenir cabot. Je voyais le danger. Laurence Bibot était dans l'équipe quand j'ai démarré, et je voyais toutes les ficelles et tous les dangers dans lesquels, heureusement, elle tombe pas, mais on sait bien ce qu'on peut faire et qui va faire Et puis donc l'émission Le Jeu des Dictionnaires a été supprimée il y a 2 ans. On a vécu 1 an avec cette rancœur en se disant pourquoi ils nous ont... C'était une chouette plainte de jeu. Et voilà. Et puis au bout d'1 an, Gilles Dalle, c'est lui qui a quand même pris tout ça en main. Gilles Dalle a essayé de
de lancer un nouveau projet avec ces mêmes paramètres, quoi, un petit public et finalement, voilà, ça se passe super bien. Et comment ça s'est passé avec la RTBF? Parce que tu as quand même fait des années là-bas. Quand ça s'est terminé, ça s'est bien terminé? Non, ou ça s'est pas bien terminé. On était tous très très déçus. Ça s'est fait comme d'habitude super maladroitement puisqu'on n'était pas au courant que l'émission était supprimée. Donc c'est presque comme le papier en dessous du micro. Tu l'avais appris quoi dans le journal? Presque pire. On l'a appris dans le journal le lendemain. C'est-à-dire qu'on a enregistré le jeudi soir. Ça sentait le roussi vraiment. Et le lendemain, je reçois un message dans mon répondeur. C'est Laurence Bibeau qui me dit voilà, je ne sais pas, moi je ne savais pas, je n'étais pas au courant pour la fin du Dico. Et je comprends la fin de Nico. Oui. Et donc je dois réécouter le message. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la fin de Nico? Qu'est-ce qu'il aurait Je commence à paniquer. Et non, c'était la fin du Dico parce qu'elle avait lu dans le soir que c'était terminé. En plus, c'était Exit Jeannin. Enfin, moi, j'étais pour une fois vraiment vexé. En général, je prends du recul, mais là, je trouvais ça d'abord très maladroit, pas sympa. Et puis, le hasard, c'est de la faute à personne si j'avais ma photo alors que je n'étais plus que occasionnellement dans le jeu d'édition. J'avais ma tronche dans le soir, comme si j'avais été pestiféré, exclu parce que. Et après, ça c'est pas. Donc, il y a pas eu de coup de fil pour essayer de. Pas grand chose. Non, pas grand chose. En fait, je me rends compte d'un détail aussi qui est tout con, mais souvent, mettons, si tu fais une proposition à quelqu'un, mettons, est-ce que tu viendrais faire telle ou telle chose? Si la personne veut bien, elle va te répondre. Mais souvent, les gens sont mal à l'aise de juste dire, non, pas le temps, ou pas envie, ou n'importe quoi. Et donc, t'es dessus. Surtout avec les emails, c'est tellement facile de pas répondre. Oui, c'est sûr. Et quand ça t'arrive 2-3 fois de ne pas te faire répondre, tu te dis, mais en fait, c'est pas grand chose. Si quelqu'un m'offre quelque chose, je veux pas faire, je vais juste dire, merci pour la proposition, mais c'est pas possible, à une prochaine. Et voilà, cette espèce de, je veux juste arriver avec des bonnes nouvelles, finalement. Et alors que si quelqu'un a les cornets de juste te dire une mauvaise nouvelle, ça paraît pire, mais c'est jamais très grave. Tu sais, on te dit, écoute, Fred, on arrête. C'est pas, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? À part te rouler par terre. Hein. Ça faisait quand même quelques temps que on sentait que c'est compliqué à résumer, mais bon, à la direction de la RTBF, visiblement, ils avaient envie d'arrêter tout court. Ils avaient d'abord Mercier dans le collimateur, et puis, mais j'ai entendu à quelques semaines d'intervalle les choses les plus contradictoires à propos. Comme les gens qui doivent se soucier de savoir pourquoi ça marche pas. C'est toujours le même truc. S'il y avait eu quelqu'un d'inspiré, même qui nous foute dans le mur, mais quelqu'un d'inspiré qui dit à partir de maintenant, le jeu d'édico, vous le faites comme ça, dans ces conditions-là, et puis voilà, et 15 jours après, ça se plante, mais au moins, il y a une idée, il y a quelque chose. Là, il n'y avait rien. Tu sentais que c'était une fin de parcours et pas d'envie de renouveler. Et d'ailleurs, aussi la cruauté vis-à-vis de... On n'est pas rentré, parce que... la première année, parce que le premier 6 mois, ils se sont fait... enfin, pourquoi dire que c'est ça qui va remplacer l'autre, alors que c'est même pas la même heure? Enfin, c'est... Bon, bref, tout ça n'est pas très intéressant. Ça. Et... dans les personnages que tu as fait, il y en avait un qui était je le ferai... Je me risquerai pas à le faire devant toi, forcément, mais les deux qui veulent aller fumer une bonne partie de clope. Ah, mais tu peux le faire, tu peux essayer. C'est juste... Il faut inspirer, au lieu que l'air sorte des poumons, il doit rentrer dans les poumons. Donc, c'est des blagues on va pas se mentir, c'est des blagues de cancéreux. Ah oui, bon. Mais est-ce que tu crois que aujourd'hui, ce serait encore possible ou tout est plus surveillé? Est-ce que tu crois que l'humour est plus surveillé aujourd'hui? Et c'est vraiment une question de... Je vais pas poser la question débile de est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que la réponse c'est oui, mais... Je crois que l'époque a fort changé, mais ça, on n'arrête pas de se le dire. Chaque fois qu'on voit les autres snuls et qu'on voit tout ce qu'on a fait, on se dit aujourd'hui, impossible. Même nous, il y a un filtre d'autocensure. Je pense qu'au-delà de la censure, c'est l'humoriste lui-même qui se dit ça va passer, ça va pas passer. Oui, c'est atroce de se dire ça. En télé. Alors que je pense, moi... Sur le net, bien sûr. Je pense que le côté expérimental que tu as raconté tout à l'heure avec les snuls au début se retrouve aujourd'hui sur Internet. Très clairement. C'est marrant d'ailleurs, comme tu le disais, les sketchs par exemple de Jacques Tolly, c'est exactement comme des capsules à mettre sur YouTube. C'est des trucs très courts. YouTube avant, c'est vraiment YouTube avant YouTube. C'est marrant. Bon. Alors que avant, c'était plus dur d'arriver en télé, mais quand t'arrivais en télé, t'avais à peu près pas de compétition parce qu'il y avait 3 postes. Aujourd'hui, être diffusé, c'est la chose la plus facile au monde. Tu te fais un compte YouTube, c'est gratuit.
tu partages avec tes amis Facebook, c'est aussi gratuit. Ouais. Mais d'y arriver, ça coûte pas grand-chose et c'est facile. Mais après, t'as 1 milliard de personnes avec la compétition. Donc, c'est à changer. J'ai l'impression qu'il y a plein de musiciens des années 60-70 qui auraient adoré pouvoir diffuser leur musique au lieu de jouer dans des bars en espérant qu'un producteur arrive. C'est évident. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens qui font « Ouais, mais aujourd'hui, tu passes en télé, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus rien. » Ouais, t'as juste une nouvelle réalité avec un... Ouais. Mais il n'y a pas de modèle économique, hein, c'est ça le problème. Ça, c'est la phrase que t'entends partout. Mais... Oui, en plus, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est... Le modèle économique a toujours été le même. Si t'es populaire, il y a des gens qui vont aimer ce que tu... Si ce que tu fais touche une série de personnes, t'es populaire, et les gens vont venir te voir. Mais après, tu sais, les groupes de musique, il y en a qui font plus de fric en vendant des fucking t-shirts à la sortie du concert, puis vendent des CD. Je pense que si t'as une séquence par semaine sur YouTube, et puis que ça marche bien, puis t'as, je sais pas, 20 000 personnes qui regardent, ou 50 000, 100 000 personnes qui regardent chaque fois, ben... trouve une manière d'amener ces gens derrière. Est-ce que tu as envie de faire des spectacles en live après? Est-ce que tu as envie de... Il y a toujours moyen. Est-ce qu'il y a une radio qui va vouloir te les diffuser? Est-ce qu'il y a Mais on est, en fait... on est vite... Ce que tu me dis là, c'est un peu ce que je te disais à Philippe Van Doren en disant, moi, si j'ai un lecteur qui me paye de quoi faire ma planche chaque semaine, ça me suffit. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce que à partir du moment où la question est comment est-ce qu'on va nourrir sa famille et trouver un logement... Ben voilà, tout est faussé. C'est sûr, mais... on s'éloigne de l'inspiration pure et de l'envie de partager. Enfin, il y a évidemment tous ces critères, quoi. Il y a l'envie de partager, il y a l'envie de rire avec les gens, de voir que les gens rigolent de la même chose. Et alors, il y a, pour d'aucuns, ce besoin de reconnaissance. Moi, je sais toujours pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai eu des dieux quand j'étais petit, par exemple. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu des dieux? Il y a des tas de gens qui n'ont pas besoin d'avoir des dieux. J'avais envie d'admirer et j'ai envie de côtoyer les gens que j'admirais. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être mon éducation catholique, probablement. Mais il y a un côté aussi, il y a une et je pense passion ne puis un pas talent. avoir du tout de... Enfin, ou alors, je dois l'avoir dans une certaine proportion, mais je m'interroge toujours. J'ai pas envie d'être connu spécialement. J'ai pas envie d'aller chez Deleuze et que les gens se retournent et regarder ces trucs. Ouais, mais peut-être que pour toi, peut-être que pour toi aussi, il y a un côté où, je veux pas avoir l'air insultant non plus, mais... Attention, hein. Oui, mais je vois que t'es un agressif. Si tu demandes à quelqu'un s'il a envie d'aller à la chasse au bison à main nue, en sortant du resto, il y a des méchantes chances qu'ils te disent non. Mais si tu demandes d'aller à la chasse au bison à main nue, alors ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, il y a plus de chances qu'ils te disent oui. Peut-être que toi, les trucs sont arrivés, t'as pu côtoyer... Comme du Dalai Lama. Prends des notes. Qu'est-ce que tu as dit? Bison, c'est ça. Tu peux changer parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de bisons. Est-ce qu'on peut prendre sanglier? Sanglier les Ardennes. T'as côtoyé donc des très grands et t'as commencé à faire ce que t'aimais très tôt, donc t'as peut-être pas eu cette espèce de... Tu sais, si tu perds ta virginité à 32 ans, il y a des chances qu'après ça, tu sois... Eh ben, justement, ma virginité, puisque tu en parles. J'ai perdu à 52. Tu as raison, il y a de ça. Mais je crois aussi les gens que j'admirais très très fort, à commencer par Franquin, c'était le mec le plus maladivement modeste et Patrick Marmoulin aussi. Il savait qu'il dessinait mal. C'est la phrase de Delporte. Franquin sait qu'il dessine mal. Alors que le monde entier le trouve absolument génial. Mais il y a des groupes de musique qui ont fait des carrières internationales avec 4 accords, hein. Ouais. Non, mais enfin, c'est même pas ça. Ce qu'il y a, c'est que chez lui, c'était maladif. Son besoin de reconnaissance, je ne sais pas où il était. Parce qu'il avait l'air d'avoir juste le besoin permanent de dessiner et dès qu'il y avait un truc qui marchait, il dessinait dans une autre direction. Enfin, son bonheur était de chercher j'ai l'impression qu'il y avait une certaine patience aussi. Aujourd'hui, quand tu peux regarder ton compteur, mettons tu fais une vidéo, tu vas sur YouTube, tu peux aller regarder ton compteur à toutes les 2 secondes. Oui. Et donc obsédé par la stat, tu veux que les choses marchent bien alors que tu as des émissions de télé qui ont mis 2 ans à s'établir. Et tu vas me dire que les gens ne regardent même pas l'ensemble ils cliquent et ils like sans avoir vu l'intégralité du produit. Et toi, comment tu vois l'humour aujourd'hui? Est-ce que tu vas voir des spectacles? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui te font... Est-ce que c'est les mêmes choses qui te font marrer qu'avant? Est-ce que tu t'en as quelque chose à foutre en soi de l'humour ou c'est pas une obsession Non, je suis la plupart du temps même un peu mal à l'aise avec ce que l'humour est devenu. Ouais. Mal à l'aise parce que je m'y attendais pas, parce que comme je suis un peu vieux, quand j'étais petit, l'humour c'était à la rigueur Guy Bedos tout jeune avec Sophie Daumier, c'était Pierre Doris, enfin c'était plutôt des gens ringards d'office. Enfin, je parle pas de Bedos, peut-être lui, il a réussi à se placer autrement, mais quand j'étais tout petit, c'était Roger Nicolas, Fernand Reynaud, et
Et donc, les rigolos c'était pas très rigolo. C'était pas glamour, quoi. Ouais, pas très. Et donc maintenant, cette obligation de mettre de l'humour dans tout, hein, sur le site de rencontre, toutes les filles veulent un mec qui a un peu d'humour. Comme si c'était une épice indispensable. Mais une fois que c'est instauré, que c'est bon pour toi, ça. que c'est attendu, c'est pas drôle, ça ne devient plus drôle. C'est moins spontané. Moi, j'aime bien la surprise de l'humour. L'humour doit être quand même un truc comme, je sais pas, on est en classe, il y a un truc qui fait rire mais si on dit vous allez rire, voilà, on va vous raconter une blague, ça. Il y a rien qui dessouffle plus une blague que de l'annoncer. Hein. Ouais, et j'ai vécu cet enfer dans ma vie. Hein, moi, oui. Étant nul, où qu'on aille, les gens venaient nous raconter des blagues. Et moi, ça me fout mal à l'aise. Je sais pas à quel moment je vais devoir. Et qu'est-ce que tu faisais rire, et donc j'écoutais gentiment parce que je suis pas un méchant. Mais la blague du chef dans les restaurants et tout, il y en a tout le temps. Hein. Il y a Anthony Jeselnik. C'est un enfer, je viens d'en. Un humoriste américain qui fait, lui, de la one-line. Donc. Il dit qu'il a perdu patience, il y a à peu près une dizaine d'années qu'il fait ça, il a perdu patience avec ce truc-là, et maintenant, il dit, quand les gens me racontent une blague, je leur dis à la fin, honnêtement, j'ai pas trouvé ça drôle, mais merci quand même, et merci d'être venu au spectacle. Il dit comme ça, je suis sûr que la personne reste un peu figée sur place, et j'ai le temps de me casser. J'ai le temps de me casser. Mais c'est vrai que c'est... Et puis, il y a aussi un détail, détail, c'est pas un détail, mais le fait d'être connu, identifié comme étant un mec drôle, même dans ta vie de tous les jours, quand t'allais en soirée, ouais. Il y a des gens qui... Et vous, la vie, t'as quand même payé pour rigoler, ça doit être bien. Vous devez vous marier, les gars, quand vous avec faites ça. Enfin, en plus, il y avait cette épice... Très vite, avec les snuls, on a vu que les gens ne rigolaient pas spécialement au même endroit que nous. Ouais. Et nous, on le mettait à un certain degré ou pas, et puis eux le prenaient à un certain degré ou pas. Et donc, ils croyaient qu'on était une bande de potes qui boivent des bières et qui dit délire autour d'un sujet. Or, il y a quand même un petit peu de travail. Enfin, de travail. Je sais pas si on appelle ça. Il y a un peu d'effort. Ouais, d'effort, de recherche. De choses à faire avec son cerveau. Ouais. On aime bien employer notre cerveau un petit peu. Et c'est sûr que si maintenant on ressort le sketch du foulard, par exemple, des snuls qui fait une espèce de buzz sur le net, mais c'est parce que c'est pas simplement des bêtes blagues, c'est parce qu'il y a une petite réflexion, il y a un moment où je crois que je serais devenu prétentieux parce que j'aime bien, enfin c'est pour ça que j'adore les pitons. Les pitons, t'as des vannes vraiment à 2 balles, mais la plupart du temps à l'arrière-plan t'as quand même une réflexion, une observation. Ouais. On partage une observation, on pose des questions et les gens peuvent continuer à exercer leur. Les deux niveaux, c'est très BD aussi. Souvent, tu vois, des trucs que les enfants peuvent se marrer, penser. Oui. Et l'autre détail, il y a aussi un côté où moi, ce que j'aime pas avec je veux dire en guillemets l'humour intelligent, c'est trop. Déjà juste ça, c'est bizarre, mais. Ouais. Il y en a qui t'ont l'impression qu'ils sont obsédés par ça. Moi, ceux qui vont faire plus rire, c'est ceux qui sont capables de faire une bonne réflexion, mais qui vont faire une blague, limite de glisser sur une pelure de banane après. Oui, tout à fait. Mais parce que quand ça devient une posture, je trouve que ça devient poseur. Absolument. Et ça devient... Ceux qui font de l'humour politique, en général, sont ceux, je trouve, qui ont le plus de danger de tomber là-dedans. Parce tout à fait. Mais tu as l'autre extrême aussi. Tu as les gens, finalement, qui ne se posent même pas la question de ce qu'ils vont partager avec le public. Est-ce que bit fait rire? Je veux dire, les gens rigolent. Ouais. J'avais fait un billet au jeu de Dico, enfin, à la semaine infernale, parce que je savais qu'en disant, à l'époque, on disait Michel Dardenne, les gens rigolaient. Et donc, je faisais l'expérience. Je disais, on va essayer devant le public. Allez, Michel Dardenne! Et les gens rigolaient. Et ça fait de la peine, ça. Non, c'est consternant. Ah oui, ça fait terrible. Alors, aujourd'hui, quelqu'un imite Michel Dardenne en faisant le mec alcoolique. Aujourd'hui, ça fait marrer. Je suis sûr. Mais c'est Walter qui disait ça, donc qui disait bien, il dit, il y a plein de trucs qui marchent en public, mais je me suis rendu compte que, mettons, si tu vas dans des scènes ouvertes, celui qui va le plus utiliser ces gimmicks-là, il va peut-être être celui qui va faire le plus rire de la soirée. Oui. Mais dans 5 ans, on va revenir et il va être encore dans la même scène ouverte avec plus ou moins les mêmes gags. Peut-être. Il y a un côté où ça te limite aussi de rester dans des ficelles faciles. Le piège du cabotinage, comme j'ai pu l'expérimenter avec le jeu d'Edico. Ouais. Un ou deux personnes qui te font rire aujourd'hui? Qui te font rire? Toi qui parles français. Ricky Gervais. Oui. Ouais. Qui est aussi dans cet humour-là de moquerie. François Damien. Je viens de me procurer au Colruyt du coin le dernier double DVD de Damien en Suisse, ses caméras cachées. Et je trouve moi, il me fait rire. Il me fait vraiment rire. J'ai vu encore. Pourtant, là, c'est vrai que c'est pas, le fond n'est pas essentiel.
mais il y a dans sa façon de son personnage est toujours son personnage, comment il chope les gens, je trouve ça fascinant. J'adore, j'aimerais bien avoir les rushs parce que j'imagine qu'il doit y avoir plein de gens qui ont été piégés et qui n'ont pas accepté que ce soit diffusé. J'avoue qu'une soirée chez François Damiens, ça doit être... Et vous êtes jamais... Oui, on s'est croisés à l'époque de Twinflix, quand on a fait cette série là pour BTV, au début de BTV. Il y avait un épisode et moi j'avais vraiment pissé de rire avec les premiers. De nouveau, j'ai été piégé parce que j'avais un préjugé. Allez, RTL en plus. Et puis, il y a un gars qui m'a poussé à regarder. Un jour, j'étais malade, donc j'ai regardé et j'ai ri. Donc, François Damiens me fait rire, vraiment. Ah, c'est vraiment... J'ai revu encore dans OSS 117 où ils sont tous en train de parler un peu avec des codes, des trucs compliqués. Puis lui, il est assis sur le sofa, puis il fait juste... On n'irait pas boire un petit godet. Avec ça, il est vraiment chouette. J'ai interviewé une fois, c'était par téléphone, il était sur la route, c'est pour Énergie à l'époque, il était sur la route et il répondait, mais c'est super gentil. Puis à un moment donné, il se met à se marrer. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, ah non, c'est juste que la personne avec qui je suis est en train de me faire des signes comme si tout ce que je disais c'était de la merde. Donc désolé si l'interview est pas intéressant. Mais il y avait vraiment, je trouve qu'il y avait vraiment l'air hyper chouette. Et un truc qui cartonne et que tu comprends pas pourquoi? Il y en a plein. Le reste. Tout le reste. Je ne sais pas ce qui cartonne, en fait. Attends, mais tout à l'heure, je crois que c'est avant, on parlait de Mr Bean. Ouais. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais je veux dire, c'était une des premières surprises pour moi. Je me dis, c'est marrant. Et en plus, d'apprendre que Atkinson a fait ça vraiment en se disant, comme ça, il y a plus de gens qui vont m'aimer. Le fait d'être ancien, de faire un truc muet. Ouais. Et pourtant, Ben Hill m'a fait rire aussi à l'époque, c'est pas ça. Mais j'avais vu Atkinson dans ce qu'il faisait avant et j'étais vraiment fan. Et puis tout à coup, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et alors, je suis allé à une espèce de congrès il y a quelques années où Spike Milligan était mis à l'honneur, il était là et il avait le même avis que moi sur Mr. Bean. Je me dis, ça va, donc on se comprend. Si Spike et moi, on pense de la même façon, c'est très bien. C'est vraiment dommage. Sur Nostalgie, 4 ans, plus, moins, jusqu'à ce que tu arrêtes de t'amuser? Ça de toute façon, jusqu'à ce que je m'arrête. Aujourd'hui, tu peux te permettre, tu l'as toujours fait, mais encore plus aujourd'hui, j'imagine que tu vas pas continuer un truc si tu t'amuses plus. Ça, c'est sûr. Et t'es content sur Nostalgie? Ouais. Et non seulement je suis content, la plaine de jeu est parfaite, mais en plus de ça, on a affaire à des gens qui sont venus, qui discutent le coup, avec qui on peut raconter ce qu'on a envie. Enfin, je n'ai jamais eu ça avant, vraiment, jamais. Comme je le disais, Canal+ Belgique, c'était blackout, et puis la RTB, on ne savait pas, et là, il y a vraiment des interlocuteurs. Ça, c'est nouveau. Donc, le tout est de ne pas tomber dans la stratégie, du coup. Mais à l'inverse, il y en a qui vont dire, ça fait assez d'années que je fais ça, j'ai pas envie qu'un patron de chaîne vienne me dire comment faire les trucs. Ceux qui disent ça, c'est vraiment, ce serait vraiment débile, non, de dire ça. Ouais. J'espère. Enfin, je suppose qu'il y en a, oui, il y a des gens comme ça. Je peux te promettre qu'il y en a. On est tous des débutants, toujours jusqu'à la fin. Fred, merci beaucoup pour le thé, merci beaucoup pour la conversation. Avec grand plaisir. Encore une petite gaufre au miel. Un petit gaufre au miel, mais cette fois-ci hors micro, comme ça je ne mastique pas comme un bourrin. Merci, Anne. Ciao.